présentation, je vais aller tout de suite dans le partage de l'écran pour pouvoir partager la présentation en tant que telle. Voilà. Alors, je vais amorcer la présentation et puis ma collègue Emmanuelle Doré va pouvoir poursuivre. Puis au fur et à mesure que vous allez poser vos questions, on va se donner des temps d'arrêt, comme le disait Sassoon, afin de répondre à vos questions. Donc, la présentation va être divisée en 3 temps. Un premier temps qui va parler de l'accompagnement, un deuxième temps qui va parler de la méthodologie de recherche et un troisième temps qui présentera des résultats préliminaires à une recherche qui est en cours présentement au Québec. D'abord et avant tout, permettez-moi, je vais juste déplacer. Voilà, je vais juste déplacer à mon écran pour que je puisse bien voir moi-même mes diapos. Voilà. Alors, il nous fait plaisir de vous présenter cette présentation en 3 temps. Puis, d'abord et avant tout, ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est vraiment de regarder comment l'accompagnement est au service de la recherche-action et comment la recherche-action est au service de l'accompagnement et quel est le point pivot qui nous permet justement pas de juxtaposer, mais de travailler en filigrane la dimension accompagnement et recherche-action. Si on retourne un peu dans les écrits, là, déjà en 2000, hein, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais en 2000, on questionnait la place de l'accompagnement en éducation, la place de l'accompagnement chez le personnel enseignant, la place de l'accompagnement auprès des professionnels dans le monde de l'éducation. Le Boisdet qui nous disait, est-ce que l'accompagnement est utopique dans le monde de l'éducation? Et on voit bien aujourd'hui que l'accompagnement prend sa place dans le monde de l'éducation lorsqu'on regarde concrètement ce qui se passe là, en contexte scolaire présentement, tant au Québec qu'en Europe, voire même là, aux États-Unis, par exemple. Donc, l'idée, c'est de voir la place de l'accompagnement qui repose sur certaines dimensions, qui interpellent des intentions et des relations en relation avec la démarche de recherche en action. Et encore une fois, longtemps, on a questionné la place de la recherche-action comme étant une recherche, on a questionné la place de la recherche-action à savoir si c'était une recherche qui pouvait devenir une recherche sous l'ordre scientifique. On mettait beaucoup d'emphase sur les recherches quantitatives, les recherches qualitatives, les recherches mixtes, mais qu'en est-il de la recherche qui fait l'appel à la collaboration des acteurs praticiens dans le milieu? Donc, aujourd'hui, on va essayer d'illustrer l'interrelation entre l'accompagnement et la recherche-action, tout en spécifiant les dimensions intention et relation. Donc, dans un premier temps, là, j'ai un petit problème, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Dans un premier temps, on va parler de la dimension accompagnement. Lorsqu'on parle de l'accompagnement, tel qu'on va le décrire ce midi, on va toujours regarder l'accompagnement dans une intention de favoriser le développement professionnel des gens avec lesquels on intervient dans le milieu, non seulement le développement professionnel des gens dans le milieu, mais les gens qui les accompagnent. Alors, si je me place en posture de personne accompagnatrice, l'intention, c'est de favoriser le développement professionnel des gens avec qui je travaille, mais aussi le mien. Alors, je me place moi-même dans une posture d'apprenante, dans une posture d'apprenante. Dans ces intentions-là, lorsqu'on travaille avec les acteurs praticiens dans le milieu, on favorise une dynamique de co-construction de savoir et de co-formation. Donc, on reconnaît que chaque acteur autour de la table possède un champ d'expertise et qu'en co-construisant, on va pouvoir développer des nouvelles connaissances ensemble et on va pouvoir se former entre nous. Évidemment, ce modèle d'accompagnement-là s'installe dans une relation. Hein, on va dire qu'on a besoin d'installer une relation de confiance, une relation éthique avec les gens. Donc, oui, dans une centration éthique, mais aussi dans une dynamique d'étayage, c'est-à-dire de reconnaître que les personnes avec lesquelles on travaille et moi-même se situons dans une zone proximale de développement et qu'au fil du temps, on va co-construire, donc on va se positionner dans un modèle d'étayage et parfois, on va amener du soutien ou du support pour rendre la personne de plus en plus autonome dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, dans son contexte plus spécifique. Dans le cadre de la démarche qui nous intéresse,
on se propose de travailler avec les gens à partir de ce qu'on aura appelé un projet professionnel d'intervention. Qu'est-ce que le projet professionnel d'intervention? Mon projet professionnel d'intervention est un peu l'objet pivot entre l'accompagnement et la recherche-action. Ce projet professionnel d'intervention nous amène à pouvoir regarder ce qui se passe dans le milieu professionnel des personnes qui s'accompagnent entre elles, dans le sens de pouvoir problématiser à partir d'un événement réel qui se passe dans le milieu, de pouvoir en dégager les enjeux, les pertinences sociales et certains ancrages théoriques qui vont nous permettre de circonscrire une problématique et de répondre à ce qu'on va appeler une situation qui est professionnelle. On va pouvoir l'analyser pour pouvoir choisir des scénarios d'intervention et éventuellement de planifier des étapes de réalisation dans un projet qui suppose de pouvoir situer l'intention du projet, d'en définir des objectifs, des moyens et des outils plausibles pour répondre au projet et éventuellement de pouvoir le réguler à partir de mécanismes de régulation, d'outils de pilotage pour pouvoir en collecter des données et voir quelles sont les retombées de ce projet-là dans le milieu, en cours de projet, ainsi qu'à la fin du projet. Donc, le projet professionnel d'intervention devient un peu l'objet qui va nous permettre de réfléchir la pratique professionnelle dans le milieu. Lorsqu'on est une cohorte de personnes qui travaillent ensemble, chaque personne apporte à la table son propre projet professionnel d'intervention qui permet aux autres de réfléchir avec cette personne sur l'évolution du projet. C'est souvent ce qu'on va appeler déplier le projet, c'est-à-dire que la personne choisit et accepte de venir à la table pour déplier son projet et ensemble, on va questionner le projet, mais on va aussi questionner la pratique de cette personne au travers son projet. Et c'est là où la démarche d'accompagnement prend tout son sens. La démarche d'accompagnement qui a été développée là, au fil du temps, Sassoon parlait tantôt des écrits là, que j'ai faits dans les dernières années. Ces écrits reposent sur plus de 12 ans de travail, c'est-à-dire d'abord une thèse, mais ensuite un travail de recherche plus longitudinal dans le milieu de l'éducation. Ce que j'ai fait, c'est étudier différents types de démarches d'accompagnement pour en construire une ou en co-construire une avec les gens avec qui j'ai travaillé pour ensuite la mettre à l'épreuve dans le milieu. Donc, cette démarche d'accompagnement repose sur 4 axes et pour les gens qui connaissent bien la démarche de recherche-action, vous allez voir que ce sont les mêmes axes. L'axe 1, l'axe 2, l'axe 3 et l'axe 4 sont les mêmes axes que la démarche de recherche-action. C'est la raison pour laquelle je vais parler d'une démarche de recherche-action en filigrane à une démarche d'accompagnement. Dans le premier axe, ce qu'on veut faire, c'est vraiment observer et questionner la situation de départ de la personne qui nous apporte son projet professionnel d'intervention à la table, de pouvoir développer des capacités de questionner ce projet-là pour mieux comprendre la situation au travers de questions ouvertes, d'être en mesure aussi de synthétiser notre compréhension de cette situation-là pour en faire une compréhension partagée et préciser avec la personne son intention d'analyse sur la situation qu'elle nous a présentée. Ensuite, on passe à la deuxième étape, qui est d'analyser et réfléchir, c'est-à-dire de pouvoir se questionner et questionner la personne sur ce qui l'amène à identifier des pistes d'action pour mener plus loin son projet. Donc, au travers de la compréhension partagée qu'on a du projet et de l'intention d'analyse, on va faire un autre tour de table pour vraiment questionner la personne qui va nous permettre de dégager qu'est-ce qui explique la situation, qu'est-ce qui permettrait à la personne d'aller plus loin, tout en formulant des hypothèses de compréhension. C'est à ce moment-ci qu'on va venir aussi soutenir les réflexions par des référents théoriques. Des référents théoriques que je peux apporter à la table comme personne accompagnatrice qui vient souvent de l'externe, mais aussi des référents théoriques que les autres partenaires à la table détiennent et peuvent venir expliquer la situation que la personne nous présente. On va encore une fois clarifier notre compréhension, synthétiser les éléments qui émergent de la réflexion
pour permettre à la personne de dégager ce qu'elle retire de la réflexion et non pas ce qu'on aimerait lui dire qu'elle devrait faire. Au contraire, en aucun moment, on va lui proposer des pistes d'action. Elle va surtout tirer profit de l'analyse et de la réflexion qui est faite autour de la table pour choisir elle-même les éléments qui émergent de la réflexion et en faire des pistes d'action pour établir son plan d'action et l'ajuster en cours de projet. Évidemment, dans un prochain temps, elle va pouvoir expérimenter et agir. Donc, d'une fois à l'autre, la personne ramène ou rapporte son PPI à la table pour qu'on puisse en faire des suivis et revenir dans l'axe 2 et re-questionner son projet pour dégager des nouvelles pistes d'action que la personne pourra mettre en place. Donc, vous comprenez qu'il y a plusieurs boucles dans cette démarche d'analyse de pratique qui permet à la personne d'observer la situation, qui lui permet aussi d'observer quelles sont les ressources qu'elle détient pour répondre à la situation ou développer de nouvelles ressources, quelles sont les pratiques qu'elle peut ajuster par rapport au projet et évidemment se questionner sur ses propres croyances, ses propres valeurs, donc ce qu'on appellera éventuellement de pouvoir réfléchir au travers de boucles d'analyse et de réflexion. J'arrêterai ici dans un premier temps, Sassoon, pour que tu puisses nous dire si on a déjà des questions au regard de la démarche d'accompagnement. Oui, Suzanne. Donc, la question nous vient de Sylvie. Elle dit qu'elle aimerait avoir un exemple concret de PPI, s'il vous plaît. Oui, bien, un exemple concret de PPI, puis dans l'exemple du projet qu'on vous propose aujourd'hui, vous allez voir les premières données qui émergent. Mais un premier exemple de PPI, c'est des personnes agentes de soutien de ressources régionales qui détiennent des champs d'expertise différents au regard de l'ajustement des pratiques enseignantes en milieu scolaire pour des élèves qui présentent des spécificités d'apprentissage. Donc, pour rendre ça très concret, une personne qui peut détenir une spécificité dans l'intervention pour un enfant, par exemple, qui présente une déficience auditive, donc la surdité. Une autre personne qui peut travailler auprès des enfants qui présentent des troubles spécifiques de l'apprentissage. Et toutes ces personnes-là veulent réfléchir sur comment elles peuvent mieux collaborer ensemble pour pouvoir répondre davantage aux besoins de ces enfants dans les écoles, alors qu'elles savent très bien, ces personnes, qu'elles travaillent plus spécifiquement avec des conseillers, conseillères pédagogiques ou encore des enseignants. Donc, dans ce groupe de personnes-là, je peux avoir une personne qui veut travailler sur son projet professionnel d'intervention, sur comment mieux accompagner les enseignants qui ont dans leur salle de classe un enfant qui a, par exemple, une déficience auditive. Et une autre personne qui peut avoir un PPI, c'est sur comment mieux accompagner les enseignantes pour les enfants, par exemple, qui présentent un trouble spécifique d'apprentissage, peut-être de niveau langagier, mais que ces deux personnes-là veulent travailler ensemble sur comment on va collaborer ensemble si, par exemple, j'ai une personne qui a à la fois une déficience auditive ou un trouble spécifique du langage. Donc, le projet professionnel d'intervention est déjà quelque chose que la personne doit vivre dans son milieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. C'est une situation qui lui est propre et à partir de sa situation qui lui est propre, on la porte à la table, on la déploie. Puis après ça, on peut réfléchir avec elle sur comment elle mène de l'avant son projet. Je ne sais pas si ça illustre bien, si ça répond à la question de Sylvie. Oui, Suzanne, ça m'amène une autre question. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que le PPI doit s'inscrire dans une dynamique de groupe. Donc, il y a une espèce d'objectif de groupe en arrière de ça, en filigrane, mais chacun amène sa propre individualité à l'intérieur de son propre PPI. Est-ce que c'est ça? Dans une démarche d'accompagnement collectif, tu as tout à fait raison, Sylvie, c'est qu'on a un PPI qui est collectif. Dans ce cas-ci, le PPI collectif où la question qu'on se pose, c'est comment peut-on mieux collaborer dans une perspective d'inclusion scolaire? Puis au travers de ça, chaque personne a son propre PPI, si tu veux.
Puis aujourd'hui, on parle d'un PPI collectif, là, puis des PPI individuels. Mais ce qui ne t'empêcherait pas de travailler sur la notion de projet professionnel d'intervention dans une démarche d'accompagnement en DIAD, par exemple, ou plus personnalisé. Un n'empêche pas l'autre. Oui, parfait. C'est exactement ce que je croyais, mais j'essayais de voir la différence avec le groupe de co-développement. Mais ça précise, là, tout à fait. Dans la différence, puis merci de poser la question, dans la différence dans la démarche de co-développement, puis si tu parles de celle de Paillettes et Champagne, dans celle des Paillettes et Champagne, parce que la démarche de Paillettes et Champagne, c'est une des démarches que j'ai étudiées au travers l'évolution de mon propre modèle d'accompagnement. Dans Paillettes et Champagne, à un moment donné, on arrive à faire un tour de table où on fait des propositions d'intervention à la personne. Moi, j'ai enlevé cette dimension-là pour la traiter autrement. On passe au travers de formules d'hypothèses de compréhension, puis on passe au travers de questions ouvertes. Puis dans un cas où une personne me répondrait ou répondrait à ses collègues à une question où la réponse serait toujours « je ne sais pas quoi répondre, je ne sais pas quoi répondre, je n'ai pas de réponse à votre question », ça nous aide à comprendre que la personne a besoin de ressources pour répondre à son projet. Alors là, on va faire un tour de table pour dégager des nouvelles ressources qu'on pourrait offrir à la personne dans lesquelles elle pourrait aller puiser pour répondre à son projet. Mais on ne le fait pas de la même façon que Paillettes et Champagne le proposent. Paillettes et Champagne, si je comprends bien, le propose dans « moi, je te propose de ». Nous, ce qu'on fait, c'est on personnalise la démarche. Alors, ce qu'on fait, c'est que la personne se met à la place de la personne qui présente le projet et dit « dans une telle situation, je me proposerais de » ou « je me propose de ». Ce qui fait en sorte que la personne ne reçoit pas ça comme tu devrais faire, mais voici des ressources. Et une fois qu'on a fait le tour de la table sur « je me propose de », on dit à la personne « voici toutes les nouvelles ressources que nous venons de mettre sur la table, lesquelles, à ton avis, sont celles qui t'aideraient le mieux ou qui te ressemblent le plus? Quelles sont celles que tu choisis de mettre en place dans le projet? » Alors, dans la démarche d'analyse de pratique que je propose, il y a des petites différences avec l'approche de co-développement de Paillettes et Champagne. Puis, ceci dit, ça n'enlève rien là, à la démarche de Paillettes et Champagne. C'est juste des ajustements qui ont émergé au fil du temps quand j'ai travaillé avec différentes cohortes. Merci beaucoup, Suzanne. On travaille exactement de la même façon. Fait que ça clarifie tout à fait mon questionnement. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, Suzanne. Parfait. Alors, on parlait d'accompagnement, on s'en va vers la démarche de recherche-action. Dans le cadre de la démarche de recherche-action qui s'inscrit en filigrane à la démarche d'accompagnement, comme je le disais plus tôt, cette fois-ci, on se met dans la posture du chercheur ou du co-chercheur avec nos acteurs praticiens. Et là, on veut vraiment dégager ce qu'on va appeler des invariants ou des spécificités en lien avec une question de recherche ou des objectifs spécifiques de recherche. Les invariants, c'est-à-dire qu'est-ce qui se dégage qui sont pareils au travers l'ensemble des PPI en lien avec notre PPI collectif, si je reprends le propos de Sylvie, et qu'est-ce qui pourrait être spécifique à un PPI par rapport à l'autre. Certes, on est encore dans une centration éthique, la confidentialité, par exemple, le respect des différences, la bienveillance autour des gens, de mettre en place un socle de sécurité, et toujours dans une dynamique d'émergence. Donc, il y a des éléments qui arrivent, on va aller les coder, les vérifier, on va les ramener à la table pour vérifier si les gens se reconnaissent. Donc, il y a une dynamique d'émergence et de validation des résultats donnés au fur et à mesure qu'on avance. À cette étape-ci, je donne la parole à Emmanuel qui va pouvoir présenter plus en détail notre façon de travailler la démarche de recherche. La parole est à toi, Emmanuel. Merci, Suzanne. Donc, à partir de ce processus-là, on s'est donné évidemment une question de recherche puis des objectifs. Donc, en fait, on l'exemplifie, hein, la démarche aussi de recherche puis d'analyse aujourd'hui. Donc, à titre d'exemple, avec le groupe de personnes participantes dont parlait Suzanne un petit peu plus tôt, c'est-à-dire les ASRSE, les agentes de soutien régional de soutien d'expertise au niveau de l'adaptation scolaire.
On s'est demandé, nous, en équipe de recherche, comment on observe le développement d'une collaboration entre les personnes participantes afin d'assurer le soutien à la réussite des élèves à besoins particuliers. Donc, on prend un pas de recul, hein, on essaie de voir comment on peut observer d'un point de vue de recherche le développement de la collaboration. Donc, pour ça, on s'est donné des objectifs spécifiques, c'est-à-dire, premièrement, décrire le type de structure organisationnelle. Donc, quels sont les facteurs qui peuvent soutenir, quels sont les leviers, quels sont les freins possibles au niveau organisationnel pour le développement d'un accompagnement et de la collaboration au sein des écoles de ce réseau-là. Et toujours dans une perspective de réussite de tous les élèves, ce qui devient, avec le temps aussi, qui se précise en termes de perspective inclusive. On a aussi le fait de décrire la démarche d'accompagnement collective ou individuelle vécue, observée dans le cadre du projet. Puis, le groupe, en étant en recherche-action, souhaite souhaite agir, donc développer des outils pour soutenir le questionnement, pour favoriser l'accompagnement. Donc, nous, on voit les accompagner aussi dans le développement, puis à décrire ce développement-là. Et puis, notre dernier objectif plus spécifique, décrire les pratiques de soutien et d'accompagnement probantes qui favorisent le développement d'une réelle collaboration dans une perspective inclusive. Donc, à ce moment-ci, on est en description des activités, des gestes posés, des réflexions à ce sujet-là et aussi, à partir de cet objectif spécifique-là, on discute avec le groupe pour faire émerger justement des pratiques qui sont plus favorables à l'émergence de la collaboration. On a pour réaliser notre analyse un processus en fait de triangulation en différents outils de collecte de données. Donc, c'est sûr qu'au centre, nous, on a nos journaux de bord qu'on va croiser, où on croise dans le fond nos observations et puis les avancées du projet, tant du côté de l'accompagnement que du côté des résultats de recherche, de leur validation, puis du processus de recherche. Ça implique aussi de croiser ces données-là avec la transcription des rencontres où on parle des projets professionnels, les projets de chaque personne et ensuite le projet collectif. Et on va croiser aussi les synthèses qu'on présente au groupe, c'est-à-dire qu'entre les rencontres, on fait une boucle d'analyse et qu'on ramène au groupe pour voir à quel point ils se reconnaissent ou ils peuvent compléter, ajuster certains éléments à notre compte-rendu. Et un dernier outil de collecte de données, dans ce cas-ci, on a des fiches d'intégration et d'introspection. Chaque personne complète sa fiche à chaque rencontre et puis on utilise ces données-là pour croiser, dans le fond, nos descriptions, interprétations des différentes données. Donc, on peut voir ici les boucles tout au long de la démarche, c'est-à-dire lorsqu'on est en rencontre, on va discuter autour d'un PPI. Donc, si je suis dans le bas de l'escalier des spirales, donc à chaque rencontre, on discute autour d'un PPI. On va prendre les 4 axes de discussion, on va passer de manière séquentielle à travers un questionnement autour des 4 axes que Suzanne a présentés tantôt. Et donc, ensuite de ça, on pourra faire une spirale d'analyse qu'on ramène aussi au groupe. Donc, d'étape en étape, on voit la co-construction aussi d'un savoir collectif et d'éléments qui émergent des discussions. Et puis, quand on parlait de dégager des invariants, c'est à travers ces différentes boucles-là qu'on voit des éléments qui restent, des éléments nouveaux qui émergent des discussions et des réalisations. Et donc, tout au long par exemple, on a un exemple ici de l'automne 2016 à la fin de l'hiver 2018-19 probablement, donc où on aura vécu plusieurs boucles comme ça pour faire évoluer, dans le fond, le corpus de connaissances, les réalisations, les prises de conscience, puis faire émerger des savoirs. Tantôt, on a répondu à la question, bon, est-ce qu'on peut avoir un exemple de PPI? On a ici, dans le fond, la structure où on est capable de mettre en relation
le PPI de départ, c'est-à-dire ce qu'on souhaite développer, qui est dans l'axe supérieur, et le PPI d'une collègue. Donc, autour de ces boucles itératives-là, on est capable de voir quels sont les invariants collaboratifs et quelles sont les spécificités. Puis aussi, dans le cas de l'exemple dont on a parlé depuis le début de la présentation, quels sont les invariants en termes d'inclusion scolaire, parce que c'est une perspective vers laquelle on regarde avec le groupe. Donc, qu'est-ce que nous révèlent ces projets de développement-là? Puis, quelles sont les spécificités? Donc, qu'est-ce qui est plus particulier ou qu'est-ce qui est en lien avec, qu'est-ce qui relie, dans le fond, les différents projets? Si tu me permets, Emmanuel, je vais reprendre la balle au bon ici dans l'exemple que tu viens de donner tout de suite précédemment. Alors, on revoit ici le triangle. Ce qu'on veut essayer de démontrer, c'est lorsqu'on travaille dans une telle démarche de recherche-action, accompagnement, on peut travailler avec plusieurs groupes. Alors, ce que vous voyez ici, si vous voyez cohorte 1, cohorte 2, cohorte 3, cohorte 4. Alors, l'idée ici, dans le groupe dont on vous parle, mettons que c'est une première cohorte. Alors, on peut avoir autant de PPI qu'on a d'individus pour chacune des cohortes. On a bien vu qu'on croise le PPI avec les fiches d'intégration, d'introspection et aussi les comptes rendus dans le sens des éléments validés qu'on ramène à la table avec le journal de bord d'une première rencontre. Alors, on peut le voir pour une personne. Alors, à chaque rencontre, il y a des PPI qui reviennent à la table. Certainement, sur une rencontre d'une demi-journée ou d'une journée, on ne peut pas voir plus que 2 PPI, parfois 3 PPI sur une journée au total. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand vous voyez qu'il y avait des dates dans le temps, il semblait y avoir des trous. Ce n'est pas nécessairement qu'il y avait des trous, c'est qu'il y avait d'autres PPI qui avaient été présentés. Donc, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, un PPI peut vraiment être redéplié à la table 4, 5, 6 fois. Mais au total, on a probablement vu 6 fois x 6 personnes ou 6 fois x 9 personnes, dépendamment du nombre d'individus dans chaque cohorte. Alors, dans un premier temps, on peut le regarder de manière horizontale, comment évolue un projet pour un individu dans le temps. On peut le regarder aussi à la verticale pour une même cohorte, c'est-à-dire d'une fois à l'autre, à toutes les fois qu'on présente le PPI une première fois, qu'est-ce qui se passe, une deuxième fois, une troisième fois. Mais on peut aussi, au fil du temps, lorsqu'on travaille avec plusieurs cohortes, pouvoir vivre le même mécanisme pour chacune des cohortes et ensuite croiser les cohortes, alors croiser une cohorte 1 avec la cohorte 2, la cohorte 3 et la cohorte 4 et dégager des invariants et des spécificités. Donc, si on prend l'exemple de tantôt, on pourrait avoir une cohorte qui est plus, par exemple, dans l'ouest québécois, une cohorte qui est plus dans le nord québécois, une cohorte qui est plus au centre québécois, une cohorte qui serait sur l'île de Montréal. Et au travers de ces cohortes-là, on croise l'émergence des données des 4 cohortes qui vient vraiment mettre de l'ancrage dans les données de recherche qui émergent et qui vient amener une rigueur méthodologique et une forme de scientificité finalement à la démarche de recherche. Peut-être qu'avant qu'on entre dans le cadre théorique qui nous permette d'analyser les données pour revenir sur l'exemple et des résultats préliminaires, est-ce qu'il y a des questions sur la méthode comme telle? Présentement, je ne vois pas de questions sur le chat, Suzanne, à moins que quelqu'un voudrait poser une question, ouvrir sa caméra et son micro. Je pense que vous avez été super clair. Bon, alors on poursuit. Je redonne la parole à Emmanuel. Merci. Donc, en fait, là, on aborde les éléments d'analyse. On a décidé, on a déterminé qu'il était important de regarder tout ce processus-là. Hein. On veut voir quels sont les éléments structurels ou organisationnels qui favorisent la collaboration. On veut aussi décrire le processus, puis voir comment il se déroule. Alors, dans l'exemple présenté aujourd'hui, on s'est donné un cadre, c'est celle de Moïse et ses collaborateurs qui étudient des réseaux de collaboration en éducation. Puis, ils ont développé un cadre qui permet d'élaborer une stratégie d'analyse autour de continuum, c'est-à-dire que
Ils ont 10 dimensions pour lesquelles ils ont dégagé des pôles extrêmes en indiquant que ce ne sont pas des pôles qui sont vus comme étant négatifs ou péjoratifs ou favorables et positifs. Donc, c'est vraiment pour la description parce qu'on pourrait être soit dans un pôle ou l'autre et répondre à un besoin pour développer la collaboration. Donc, sur ces bases-là, les bases de collaboration, relations de pouvoir, réseautage, collaboration externe, temporalité, étendue géographique, nombre d'établissements, orientation des rapports de collaboration, ouverture du réseau et structure de collaboration, on a développé un système de codage utilisé pour l'analyse des données. Donc, dans un premier temps, en mai 2022, avec le groupe, on a identifié certains éléments qui émergeaient des discussions à partir de ce système-là de codage. Donc, l'importance de la communication, de l'ouverture, de la confiance, des relations de pouvoir fondées sur l'équité, un réseau qui est centré sur le fait d'être en projet, donc non seulement faire un projet, mais être en projet, avoir une posture de réalisation collective. Par rapport, il y a un élément qui ressortait dans les discussions, c'est l'étendue géographique du groupe qu'on accompagne, avec lequel on travaille, était en lien avec la complémentarité des rôles, c'est-à-dire pour travailler de manière efficace et en cohérence, toute l'importance des rôles complémentaires et des expertises des uns et des autres pour atténuer peut-être les effets de l'éloignement des milieux dans lesquels ils travaillent. On a ensuite, au niveau de l'ouverture du réseau puis la structure de collaboration, il y a une préoccupation qui émergeait dans le groupe de développer une démarche et des outils favorables à l'accompagnement. Il y a une question qui est récurrente dans les discussions, puis qui apparaît, en fait, puis on pourrait dire qu'elle est transversale probablement à toutes ces dimensions-là. C'est la question de la posture d'accompagnement. Donc, le fait d'être en projet, oui, mais de développer un certain regard sur les situations et le rôle et les responsabilités pour soutenir les milieux et l'intégration ou l'inclusion d'élèves ayant des besoins particuliers. Donc, au niveau de l'analyse, en utilisant, en fait, étant donné que j'utilise des cadres en analyse critique et historique du discours, il y a certaines stratégies qu'on peut transposer ici, autant dans le cadre qu'on a vu juste précédemment de Moïse et ses collaborateurs. Ils ont un regard plus critique et d'équité sur l'inclusion. Donc, on a déjà ici, là, on se questionne sur les relations de pouvoir et c'est un élément qui ressortait dans les discussions jusqu'à maintenant. Mais aussi, en analyse du discours, on va utiliser une analyse qui est à plusieurs niveaux. Donc, ici, on est au niveau linguistique, c'est-à-dire chaque unité lexicale prend un sens et puis quand on les code et puis qu'on met en relation ces unités-là, on peut voir un ensemble de mots qui nous renseignent sur les particularités de ce discours-là, quels sont les objets dont il est question dans ce discours-là. Donc, on voit ici qu'en codant à partir de notre cadre, il y a certains éléments qui ressortent comme étant plus occurrents, qui surviennent plus souvent, c'est-à-dire parler de collaboration, du fait d'être ensemble, vraiment. Donc, peut-être dans un sens de modélisation, c'est-à-dire donner de l'authenticité ou agir de façon authentique dans nos pratiques. Donc, ça nous donne un peu un portrait de ce qui se passe au niveau des discussions. Sans être exhaustif, ça donne un peu une idée de l'ambiance des propos, autour des propos. On a aussi, donc, si on sort du niveau linguistique, puis on prend un peu plus d'ampleur au niveau du texte, ici, on a analysé, en fait, au niveau de chacun des textes, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des textes dans le discours. Et on voit qu'il y a certains objets de discours, il y a certains thèmes qui reviennent et qui semblent fonctionner ensemble, c'est-à-dire qu'en utilisant, à l'aide de l'outil QDA Miner, l'indice de similarité, on peut voir que quand nos branches sont très rapprochées de 1,
ces éléments-là fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est évoqué, probablement que l'autre l'est aussi. Et donc, il y a on a fait ici 3 regroupements possibles. Donc, il y a des éléments qui semblent être liés les uns aux autres dans le discours. Donc, on peut ensuite éventuellement aller plus loin. Là, le corpus de texte est limité à ce stade-ci, mais au fur et à mesure qu'on recueille des données, qu'on discute avec le groupe, mais on va recueillir plus de données, ce qui permet de donner plus de fidélité et de validité à ce type d'analyse. Donc, dans nos résultats préliminaires aussi, si on se ramène à nos objectifs spécifiques, on voulait se renseigner sur les structures organisationnelles, les démarches, le questionnement, le développement d'outils et les pratiques de collaboration. On peut dire qu'à ce stade-ci, il y a des éléments qui ressortent pour chacun des objectifs spécifiques. Premièrement, au niveau des structures, le fait de favoriser des relations équitables et favoriser le développement d'interrelations pour que les gens puissent interagir et collaborer. Au niveau de la démarche d'accompagnement, l'importance de la complémentarité des rôles et aussi toute l'importance d'avoir une intention claire par rapport à notre travail de collaboration et d'accompagnement et aussi de la rappeler de manière récurrente lorsqu'on accompagne et lorsqu'on collabore. La cohérence entre nous et avec les collaborateurs semble faire partie d'un aspect important de la démarche d'accompagnement qui se développe. Puis au niveau des questionnements et du développement d'outils, ce que le groupe souhaite faire, il tourne autour, en fait, cette idée de développer des outils tourne autour d'outils de questionnement, puis aussi d'intercompréhension de l'intention et de la problématique. Donc, comment s'assurer ensemble de bien comprendre les attentes, le contexte, la situation. Ils souhaitent aussi que si on avait à qualifier les outils développés, ils devraient aller à l'essentiel, puis devraient mettre de l'avant le processus réalisé. Puis, on a aussi des informations qui émanent des données autour des pratiques de collaboration, donc la communication qui est ouverte, puis dans laquelle on se fait confiance mutuellement. La communication aussi qui est centrée sur les éléments importants qui nous permettent d'agir ensemble, même si on est dans un territoire qui est très élargi. Et donc, mais on peut quand même travailler de manière coordonnée et aussi qui favorise le développement de l'autonomie des milieux qu'on accompagne. On a relevé aussi, à l'aide de notre outil d'analyse dans QDA Miner, des segments qui illustrent un peu là, ces résultats-là préliminaires. Ils sont encore évolutifs. Donc, on a des propos, par exemple, ici, qui témoignent du développement d'une relation équitable entre les personnes gestionnaires et les personnes professionnelles au sein d'un même groupe, la remise en question de notre façon de faire dans l'organisation, puis de travailler à harmoniser nos pratiques, mais ensemble. Je ne lirai pas tout, là, mais les mots en caractère gras évoquent ces éléments-là. On a ici, au niveau de la démarche d'accompagnement, la nécessité de mettre ensemble notre expertise commune, le fait qu'on ait vraiment un esprit commun et de clarifier, dans le fond, nos rôles par rapport à l'accompagnement avec nos collaborateurs aussi, c'est-à-dire avec les milieux qu'on accompagne. Puis, par rapport à la volonté de développer des outils de questionnement, puis développer notre capacité à questionner de manière ouverte dans les milieux. On a un exemple ici d'une personne qui souhaite se préparer une liste de questions, qu'elle veut s'assurer de la cohérence, puis elle veut faire ressortir la force de l'équipe à travers cet outil puis cette démarche commune-là. Puis ensuite, pour illustrer, dans le fond, les propos des participants à ce projet-là, on avait toute l'importance de la communication ouverte dans laquelle on se fait mutuellement confiance. On a ici l'exemple à l'aide d'un proverbe. Ensemble, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, c'est un proverbe qui est revenu à quelques occasions dans les discussions,
puis qui semble devenir un peu comme une formule que le groupe utilise pour décrire, dans le fond, leur vision des pratiques de collaboration. Ce qui nous amène à vous démontrer, en fait, cette interrelation-là. En fait, ce que Emmanuel nous présente, c'est des données préliminaires. Ça fait à peu près une année et quelques mois qu'on accompagne ces personnes-là. Et on sait que sur ce type de projet de recherche-action, on parle souvent de recherche qui porte sur 2 années, puis je vous dirais même parfois jusqu'à 3 années scolaires. Je dis années scolaires parce que souvent, les premières rencontres qu'on fait avec les gens ont lieu fin septembre, après la mi-septembre, et se terminent fin avril ou au plus tard mi-mai, début mai, puisque la rentrée scolaire et la fin de l'année scolaire ne sont pas toujours des moments opportuns pour les rencontrer. Donc, je parle souvent de mois d'année scolaire dans nos démarches de recherche-action. Donc, des fois, c'est 15 mois, 18 mois, 20 mois. On a vu jusqu'à 21 mois dans certaines cohortes. Mais l'idée, c'est que ça prend quelques rencontres avant qu'on puisse vraiment prendre le temps de déplier les projets professionnels d'intervention pour les documenter et prendre le temps aussi de les analyser. Donc, ici, dans l'exemple qu'on vous apporte, on est vraiment dans des données préliminaires avec une nouvelle question de recherche qui a pris forme à l'automne 2021, si je ne m'abuse, parce que les gens nous ont interpellés pour aller réfléchir et travailler avec eux. Mais l'idée ce matin, ou ce midi, c'était vraiment de vous démontrer l'interrelation entre une démarche d'accompagnement et une démarche de recherche-action qui nous permet de dégager des données. Alors, le projet professionnel d'intervention devient un dispositif pour que les gens puissent se regarder agir dans le milieu et favoriser leur développement professionnel et co-construire. Mais il devient aussi un outil de collecte de données lorsqu'on le déplie pour le coder, l'analyser à partir de cadres conceptuels ou de cadres d'analyse bien définis en lien avec la question de recherche et les objectifs spécifiques de recherche. Alors là-dessus, Sassoon, je te renvoie la balle en disant est-ce qu'on a des questions ou on ouvre le dialogue dans la salle. Je vais juste enlever le partage pour besoin, j'y reviendrai. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc, je proposerai, je regarde dans le chat, non, il y a rien, mais c'est ça, je proposerai à tout le monde d'ouvrir les caméras, puis pour qu'on puisse avoir des échanges donc en grand groupe ensemble, et puis de poser vos questions. J'en profiterai, Sassoon, pour souligner que les personnes qui travaillent avec nous, les assistants de recherche, là, ils sont là. Je ne les avais pas vus arriver. Mais j'aimerais, oui, Bianca. Lina aussi. Puis, il me semble que j'ai vu Lina tantôt. Alors, j'aimerais dire qu'il y a des gens qui travaillent avec nous à l'arrière-scène. Hein. Sinon, on ne pourrait pas faire ça tout seul. Et puis, ces personnes-là sont aux études, mais sont aussi avec nous dans ce projet de recherche. Et elles ont leur expertise aussi qui contribue à toute cette analyse-là où on croise les regards de chacune. S'il n'y a pas de questions, ben, je pourrais peut-être commencer, si vous me le permettez. Ma question ne serait pas spécifiquement sur cette recherche en particulier, mais en regardant ça, je me dis, mon Dieu, ça mobilise énormément de temps, d'énergie donc pour les personnes participantes, mais aussi pour l'équipe de recherche. Là, il faut vraiment être sur le terrain, à l'écoute, avoir toute l'ouverture qu'il faut là, pour voir venir les choses, etc. Et à ce propos, justement, ben, étant donné que vous êtes des professeurs universitaires, vous n'êtes pas sur le terrain, vous autres-mêmes, vous n'êtes pas des chercheurs qui co-construisez des choses avec des personnes qui sont sur le terrain, mais vous êtes un petit peu loin. C'est quoi les difficultés ou les défis que vous avez eu à affronter compte tenu de ces contraintes-là, si je peux appeler ça des contraintes? Tu parles de la contrainte de pouvoir aller travailler dans le milieu? De pouvoir aller travailler dans le milieu et n'étant pas issu du milieu. Tantôt, tu parlais que ça a pris quelques rencontres pour bien expliciter les choses, pour bien apprivoiser votre terrain, j'imagine, etc. Là. Mais au-delà, les contraintes, les défis que vous avez eu à faire face là, pour justement être en mesure justement de commencer à réaliser votre démarche d'accompagnement, de faire votre collecte de données. Je ne sais pas si je suis assez claire.
Oui, mais en fait, je pense que le privilège qu'Emmanuel et moi avons, puis Emmanuel, tu complètes, hein, c'est justement, nous venons du milieu. Avant d'arriver comme professeur en milieu universitaire, j'ai travaillé moi-même pendant plusieurs années comme intervenante. Hein. J'ai commencé comme technicienne en éducation spécialisée il y a de cela longtemps, là. Mais j'ai travaillé dans le milieu comme orthopédagogue, comme gestionnaire. Je suis arrivée tard en milieu universitaire. C'est peut-être ça la chance que j'ai eue. Donc, le milieu, je le connais. Et c'est souvent le milieu qui m'interpelle ou qui nous interpelle pour dire on aimerait réfléchir avec vous. C'est la chance que nous avons. Certes, puis là, je me ramène en 2009, quand je cherchais des cohortes pour faire ma collecte de données pour mon PhD, il a fallu que je travaille. Ça a pris du jus de bras. Mais de fil en aiguille, j'ai construit un réseau qui a fait en sorte que maintenant, c'est le milieu qui vient vers nous et qui nous dit on aimerait que vous veniez réfléchir avec nous dans le cadre d'une démarche de recherche-action. Maintenant, ça n'élimine pas le temps à investir. On est sur le terrain avec les gens. Pour chaque demi-journée ou journée d'accompagnement qu'on fait dans le milieu, ça nous exige de 5 à 10, 12 journées, soit de suivi, de travail de codage, d'analyse de données, de préparation, de retour, de renvoyer des outils que les gens nous demandent. Donc, pour une journée sur le terrain, on peut penser à peu près à 10 journées de travail. Donc, si je passe, puis d'habitude, une démarche de recherche-action comme celle-là, c'est une journée en présentiel avec les gens pour débuter de l'année. Dépendamment de là où on est sur le territoire, ça peut être 4 autres journées d'accompagnement dans l'année, puis une journée bilan de l'année. Parfois, pour le projet qu'on présente aujourd'hui, c'est quand même aussi au niveau du territoire, c'est un grand territoire. Puis, c'est de longue distance. C'est 11 heures de voiture qu'on doit faire quand on se rend. Donc, là, ce qu'on a choisi, c'est une journée en présentiel en début d'année, des demi-journées de rencontres en cours d'année et une journée en présentiel en fin d'année. Donc, il faut aussi calculer le déplacement là-dedans. Mais le privilège qu'on a, Sassoon, c'est vraiment qu'on vienne du milieu et que les gens nous interpellent pour aller travailler dans le milieu. Et peut-être que j'ajouterais, on parlait de peut-être des obstacles au développement de la collaboration. C'est sûr que le temps, hein, ça nous prend, comme on disait, ça prend beaucoup de temps, développer une relation de confiance, une reconnaissance des rôles des uns et des autres. Donc, il faut se laisser ce temps-là. C'est un processus qui va aller de manière qui va être plus rapide ou moins rapide, tout dépendant des groupes, des relations à l'intérieur des groupes. Parfois aussi, on a des caractéristiques structurelles, organisationnelles qui peuvent entrer en... Il y a certains paradoxes là, qu'on peut rencontrer, par exemple, entre les structures organisationnelles puis l'intention de développer la collaboration, comme par exemple le fait de travailler plus en expertise, selon des modes d'expertise dans un système organisé autour de la catégorisation d'élèves ayant des difficultés, puis tout ça. Puis le fait de vouloir développer une perspective inclusive qui nous demande de revoir ce système-là, mais quelles sont les possibilités versus le temps qu'on a, puis aussi le pouvoir d'action qu'on a dans ces circonstances-là. Donc, des fois, on vit ou on met en évidence certains paradoxes qui seraient différents d'un projet à l'autre, évidemment, j'imagine, mais étant donné qu'on travaille à plusieurs niveaux, les contradictions surviennent parfois. J'ajouterais juste pour terminer, avant de donner la parole à la personne qui a la main levée, quand je parlais de 5-6 rencontres, c'est 5-6 rencontres pour pouvoir vraiment commencer à avoir des matériaux à analyser. Dès les premières rencontres, on se met en projet, être en projet, les gens se placent en projet. Après la deuxième, troisième rencontre, on sent que les gens sont en projet. Mais c'est vraiment, en tout cas, ce que j'ai documenté, moi, depuis les 10 dernières années, c'est après la 5e, 6e rencontre, il y a quelque chose qui se passe, il y a un point de bascule qui se passe. Et là, il y a quelque chose qui émerge, puis on commence à avoir des éléments intéressants à documenter sous l'angle du processus de recherche. Puis les gens sont comme plus à l'aise sous l'angle de se dévoiler dans leur analyse de pratique.
Merci beaucoup pour ces réponses vraiment très, très complètes, là, parce que lors de la présentation, ça paraît lisse, hein, ça paraît aller de soi, mais il y a certainement des choses en arrière. Sylvie va pouvoir peut-être nous renseigner un petit peu là-dessus parce qu'elle est dans ce genre de démarche-là également avec votre chaire à la Entre autres. FASAP. Oui, entre autres, Sylvie. Oui. Donc, Moi, je te donne la parole. merci. Je tiens à vous féliciter, Suzanne et Emmanuel. C'était très, très clair. Puis, je suis tellement contente d'entendre parler de recherche-action, d'accompagnement. Vous n'avez pas idée, là, je me sens plus seule dans mon monde. C'était vraiment excellent. Puis, c'est la première fois que je vois l'accompagnement et la recherche-action être mis ensemble aussi clairement que ça. Parce qu'on parle souvent des deux concepts, des fois à tort, à raison, là, mais vous les avez vraiment très bien explicité la relation qu'il peut y avoir entre ces deux concepts-là. Je tiens à vous féliciter, là. Puis j'ai hâte de voir la publication qui va en sortir. On va certainement la citer là, pour les futurs travaux, là. Merci beaucoup. Moi, je veux juste revenir sur, puis c'est pas nécessairement une question, mais c'est peut-être pour les gens qui écoutent, là, on a parlé beaucoup de relations, puis je pense que la recherche-action, l'accompagnement, ça prend du temps. Il faut baser tout ça sur une relation qui se développe avec le temps. On ne se décide pas d'aller faire une recherche-action dans les milieux, ou sinon, comme Suzanne l'a dit, on pédale. C'est vraiment de répondre aux besoins du milieu, puis ça prend du temps. Fait que c'est difficile de faire une recherche-action comme étudiant. Moi, je l'ai vécu au doctorat aussi, Suzanne, fait que j'ai passé à travers ça. C'est toute une aventure parce qu'on n'a pas de relation nécessairement. On commence, on ne connaît pas nécessairement comment documenter ça. Fait que ça, je tiens à le mentionner. Partir du besoin du milieu, il faut savoir tolérer l'inconfort, hein, parce que des fois, on ne sait pas trop dans quel bord ça va s'en aller. Puis, tu sais, on a une idée de départ. C'est pour ça le PPI du groupe, on sait à peu près que ça va être là-dedans, mais des fois, on tourne à gauche, puis il faut suivre, il faut suivre la parade. Fait qu'il faut être en mesure de tolérer un certain degré d'inconfort. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que au-delà de l'ensemble des difficultés, de l'inconfort, de la difficulté à financer aussi, ce n'est pas toujours facile. Pourquoi on continue à faire de la recherche-action? C'est peut-être les collègues se posent la question. Bien, vous l'avez mentionné, ça travaille notre propre développement professionnel. C'est qu'on apprend des choses, on apprend des choses sur la recherche, on apprend des choses sur nous, sur le processus de recherche, mais aussi sur les savoirs. Fait que c'est extrêmement enrichissant de faire de la recherche-action. C'est extrêmement difficile, lourd, mais c'est tellement intéressant que ça motive à toujours se lancer dans des nouveaux projets, là. Fait que c'est juste ça mon commentaire, là. Je voulais juste vous féliciter, puis je l'ai pris en note, là, être en projet, c'est exactement ça. Donc, bravo, puis j'espère collaborer avec vous, un de ces quatre. Là, on travaille exactement de la même façon. Tu seras la bienvenue, Sylvie, de venir travailler avec nous. Puis, on t'enverra aussi la documentation qu'on a, puis on pourra partager. Je suis certaine que toi aussi, tu as des écrits lesquels on pourrait en tirer profit. Deux éléments que tu as apportés, je pense, qui est important. L'importance de notre posture d'adaptation, l'importance de vivre dans l'ambiguïté, d'être capable de rester avec cette ambiguïté-là, puis pas de vouloir avoir la réponse trop vite. Donc, le temps fait son temps. Puis, j'ai vu des recherches-actions dans lesquelles j'étais, on disait on va se donner 1 an et demi, puis finalement, ça a duré 3 ans. Puis, pour ceux qui sont étudiantes et étudiants, parce que je vois des étudiants à l'écran, à un moment donné, quand on est étudiant au PhD ou au doctorat professionnel, là, parce que je vois des deux à l'écran, à un moment donné, dans une démarche de formation, je me souviens, moi, que mes directrices m'avaient dit, là, ça s'arrête après tant de mois, fini, pas fini, parce que tu as une thèse à écrire. Puis ça, c'est le début de ta carrière. Ça fait qu'on va arrêter ça là pour le PhD ou pour le DED, mais ça n'empêche pas que tu vas pouvoir continuer à développer. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Puis oui, c'est enrichissant pour nous, c'est exigeant, mais c'est enrichissant pour nous, c'est enrichissant pour les autres, dans la mesure où on accepte de vivre dans cette ambiguïté. Puis j'ajouterais que nous-mêmes, hein, comme Sylvie le disait, le fait de nous-mêmes se développer professionnellement, puis aussi tout au niveau des concepts, puis des théories, puis des approches, puis tout ça à travers ce projet-là, ça devient comme un projet pour nous de développement professionnel, mais qui nous amène beaucoup plus loin. Moi, c'était dans le projet qu'on a présenté, c'est la première fois que je vivais un
un projet de recherche-action. Avant, je faisais complètement autre chose, mais avec Suzanne, on arrive justement à travailler en intercomplémentarité, puis à utiliser nos cadres de référence respectifs, les croiser, confronter nos perceptions, nos conceptions, puis on en ressort avec des discussions encore plus riches dans tout ce processus-là. Puis il y a beaucoup de transferts possibles à d'autres projets éventuellement aussi. Merci. Merci beaucoup. Danielle, vous pouvez prendre la parole. Attendez pas après moi. Pas de problème. Très bien. Ça me fait plaisir de prendre la parole. Quoique, tu faisais très bien ça, cher Sasson, gérer le carrefour de la discussion. Merci pour cette présentation qui était intéressante et vous avez présenté un élément. En fait, je me réjouis de voir que vous faites de l'analyse de discours, puis j'ai utilisé la classification ascendante hiérarchique. En voyant le dendrogramme tout à l'heure, ça a soulevé la question suivante. Parce que je voyais que ça se rejoignait quand même assez haut. Est-ce que c'est difficile d'identifier des communalités parce que vous dites que ça faisait partie de vos objectifs? Et là, en voyant le dendrogramme, je me suis dit, ça n'a pas l'air évident de trouver de voir des rapprochements. Enfin, il y a des rapprochements, mais ils viennent quand même plus tard dans le dendrogramme. Est-ce que c'est difficile d'identifier des communalités? Pour l'instant, avec les outils qu'on a, puis la taille du corpus qu'on a, il y a des éléments qui sortent comme étant en co-occurrence, puis c'est assez proche. Éventuellement, quand on aura davantage de corpus, on va pouvoir voir dans quelle mesure les éléments sont plus proches. Ils arrivent sous une forme de séquence. Pour ce qui est des analyses qu'on a faites jusqu'à maintenant, par la triangulation avec les textes, avec nos comptes rendus, on arrive à cerner certaines choses. Qu'est-ce qui sort comme étant commun pour l'instant? Il y a des tendances, mais les décrire, puis aller les expliquer, je pense que ça va être plus tard qu'on va pouvoir le faire. C'est comme si on est à l'étape où on ouvre des fenêtres. Il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière de manière plus précise et plus spécifique. Merci. D'autres commentaires? En attendant que quelqu'un prenne la parole, je vais la reprendre. Il y a un élément tantôt, je pense que c'est Sylvie qui l'a apporté, c'est la notion de financement. Financement de la recherche-action. On commence à être reconnu en recherche-action chez les subventionnaires. On commence. Pourtant, ça fait des années que ça existe, la recherche-action. Mais on commence à reconnaître l'aspect scientificité des retombées d'une démarche de recherche-action. Je pense qu'il ne faut pas arrêter de frapper aux portes des subventionnaires puis de déposer des projets. La façon dont moi je m'en suis sortie, c'est de pouvoir, avec les centres de services scolaires qui nous approchent, c'est de pouvoir faire des partenariats aussi dans le sens du développement professionnel, qui fait en sorte que les centres de services acceptaient de donner une forme de fonds de recherche qui nous permettait de construire. Donc, quand je dis il y a une cohorte, 2 cohortes, 3 cohortes, 4 cohortes, bien, sur un X nombre d'années, avec 5, 6, 7, 8 cohortes, j'ai pu aller chercher des fonds de recherche suffisamment élevés pour pouvoir mener la recherche. Puis ça, pouvoir mener la recherche, c'était pas de la libération, ce n'était pas des unités de dégagement. C'était vraiment de l'assistanat de recherche là, pour avoir des gens qui travaillent avec nous dans l'analyse, le codage, etc. Puis avoir un peu de sous pour faire certaines communications. Donc, ce que je dis aussi, c'est que c'est faisable aussi de faire de la recherche avec peu de sous. Il y a un autre petit projet de recherche-action que je mène en parallèle présentement, qui est la notion de complémentarité entre les personnes conseillères pédagogiques puis les enseignants qui sont maintenant nommés mentors dans l'insertion professionnelle. Et c'est la première fois que j'ai osé demander une unité de dégagement dans cette démarche de recherche-là, puis ça a été accepté par le centre de service. Donc, je pense aussi que dans les centres de services ou dans les écoles, on fait de plus en plus de recherche-action, de plus en plus de recherche-développement, et on accepte aussi d'investir. Alors,
ce que je trouve de fascinant, moi, depuis les 20 dernières années, c'est l'aplanissement de cette hiérarchie dans le monde scolaire ou le monde universitaire. On n'est plus dans notre tour d'ivoire. On est capable. Puis pour moi, le terrain école est aussi important que ce qu'on fait. Donc, il y a comme une interrelation qui se crée. Donc, il y a aussi cette collaboration entre acteurs, praticiens, chercheurs qui vont faire valoir ces démarches de recherche-là dans notre communauté éducative et qui donnent des résultats et des retombées réelles. On n'a qu'à voir, puis là, je vais faire mon pitch pour le doctorat professionnel, Sassoon. C'est Sassoon qui est maintenant responsable du doctorat professionnel, mais pour l'avoir été avant Sassoon, c'est une avenue aussi intéressante pour nos étudiants pour faire valoir aussi de partir d'une problématique professionnelle réelle de mon milieu, que j'interviens dans mon milieu, que je suis capable de collecter des données dans mon milieu, puis tout ça se fait dans une démarche éthique. Et il y a des retombées réelles au niveau professionnel. Donc, moi, je trouve qu'on est dans un beau tournant pour faire valoir la richesse de toutes ces démarches collaboratives. Ben, Suzanne, je me permets pour la question de financement de la recherche, peut-être qu'on pourrait regarder parce que j'ai un peu comme beaucoup l'impression que au niveau du CRSH, ils sont assez ouverts à tous les types de recherche, là. Donc, on pourrait peut-être... Présentement, Oui, présentement, oui. oui, Puis j'ai des collègues dans mon département qui font de la recherche-action aussi, qui, eux, là, viennent d'obtenir des subventions de recherche. oui. CRSH, le FRQSC. Alors, c'est de plus en plus ouvert, mais c'est assez récent, là. Il fallait vraiment Oui. démontrer. Même au comité éthique, quand on dépose notre projet de recherche-action au comité éthique, souvent, on va nous dire, ben, vous n'avez pas déposé votre questionnaire d'entretien. Ben non, on ne peut pas le déposer. Il n'est pas encore construit. On va le construire avec les gens. Donc, il y a tous des éléments comme ça de sensibilisation qu'on doit faire valoir au fur et à mesure qu'on avance. Puis je pense que présentement, on est dans un moment où il y a une ouverture dans ces démarches plus collaboratives. Oui, Puis on en voit... On regardera de plus près un appui, peut-être un appui du centre, de notre centre par rapport à toutes ces demandes de subventions-là, les possibilités qu'on peut... on avait identifié, entre autres, un chantier ensemble là, sur l'accompagnement, la recherche-action. Donc, comment faire avancer ce chantier-là, puis aller chercher du financement aussi. Donc, on pourra, dans les prochaines années, regarder de plus près là, comment s'y prendre et comment vous appuyer là-dedans surtout. Nous, on avait eu la chance d'avoir un chantier 7, mais ça a été mis de côté là, il y a quelques années. Fait que il y en avait, mais c'est ça, c'était très limité, là, effectivement. Mais je suis contente, Suzanne, que tu parles de ton expérience avec les centres de services scolaires. On constate, nous, la même ouverture, mais on n'avait pas osé demander encore, mais là, ça donne des idées de financement possible. Je te remercie. Oui, puis on a développé même un modèle qu'on dépose au SARIC, là, puis que la Vice doit aller à la recherche intérim, c'est déposé. Ça fait que Sylvie, si tu le veux, je peux t'en cheminer un exemple. C'est simple, mais ça dit ce que cela a à dire, puis c'est une pré-entente qu'on signe avec les centres de services, et après ça, l'université le prend en main. Le seul problème là-dedans, puis je comprends, mais en même temps, je trouve c'est élevé, c'est les frais afférents qui nous chargent. Au niveau universitaire, on est à 27 de frais afférents. C'est le tiers de mon budget qui vient de partir, puis je ne peux quand même pas demander 100 000 $ à un centre de service scolaire. C'est que quand je demande un petit montant puis que l'université me prend 27 mais il ne me reste plus grand-chose dans mon tiroir là, pour payer ce que j'ai besoin de payer pour faire une recherche avec une rigueur méthodologique. C'est peut-être là que le CRIFP pourrait nous aider là, à soutenir ces frais-là. Dans les demandes, comme ça, c'est gagnant-gagnant. Nous, on va chercher des sous à l'extérieur, puis le CRIFP nous soutient quand on a ces ententes-là. Une idée comme ça. J'ai comme le goût de relancer la balle, Sassoon, avant qu'on ferme. Je vois dans la salle des gens qui ont participé à des recherches-actions avec moi. Je n'ai pas le droit de les nommer, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont le goût de dire comment ils l'ont vécu et ce que ça a donné dans leur milieu.
Je prendrai la parole. Effectivement, d'avoir la chance d'avoir cet accompagnement-là, puis ça nous permet au milieu de se reculer, je dirais, sur la situation, puis par le questionnement, de cheminer davantage qu'on ne l'aurait fait en restant seulement entre nous. Donc, ce regard-là, porté de l'extérieur, mais avec quelqu'un qui vient se joindre au groupe, ça apporte vraiment un plus qu'on n'aurait pas autrement. Là. Merci. J'ai peut-être une question qui monte pour l'ensemble des gens là, par rapport à la posture du chercheur dans la recherche-action. Ce que j'entends souvent dans les premiers contacts avec les milieux scolaires, c'est l'espèce de demande d'expertise. Donc, les milieux, comme on est chercheur, ils s'attendent à recevoir une expertise. Puis quand on commence une démarche, moi, j'amène mes questions. Donc, je pose des questions. Souvent, ça déstabilise les gens parce qu'ils se disent, ben là, tu ne nous amènes pas une expertise. Ben, mon expertise, c'est la question que je vous pose, c'est pour vous amener à trouver vous-même vos propres solutions. Puis ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de changer, j'imagine, dans le milieu scolaire. Mais nous, j'ai encore vécu la semaine dernière ce type de questionnement-là. Tu sais, je viens de comprendre, tu sais, vous partez de nos besoins, puis vous nous aidez à partir d'où on est, et non d'arriver avec quelque chose de tout cuit, là, tout fait. Fait que je pense que c'est un changement qui va être intéressant au fur et à mesure que ça va se produire dans les milieux, là, cette espèce de relation-là avec la recherche. Là. Je ne sais pas si les gens du terrain veulent élaborer là-dessus, là, la différence entre une recherche-action où tout le monde est au même niveau, comme Suzanne disait, puis avec une recherche où les gens du milieu scolaire sont des sujets finalement. C'est une autre perspective complètement différente. Là. Nous, on n'a pas vécu cet enjeu-là parce que nous, on a un service éducatif, fait que c'était dans le cadre de notre accompagnement de nos équipes écoles et on sollicitait Suzanne pour venir réfléchir avec nous. Fait qu'on n'était pas dans un modèle où on disait viens nous nourrir, puis nous, on va attendre que tu nous serves le menu. Donc, on avait vraiment besoin de quelqu'un là, pour venir nous poser des questions, pour venir nous aider dans notre cheminement. Fait qu'on était déjà dans cette posture-là. Alors, ça n'a pas créé ce conflit-là, de posture. Oui, puis je compléterais en disant, c'est vrai ce que Dani apporte, puis tu sais, avec toutes les fameuses CAP ou COP qui ont installé dans les écoles et dans les organisations scolaires dans les 5, 6, 10 dernières années, ben, cette notion-là est plus présente. On ne détient pas la vérité. C'est l'interrelation entre les partenaires qui va faire en sorte qu'on va dégager des pistes d'intervention et de solutions. Puis, ce que je fais, moi, c'est vraiment, puis tu as raison, hein, Sylvie, notre expertise, c'est la question, finalement. C'est fatigant, mais c'est ça. Mais je garde dans ma poche en arrière des cadres conceptuels ou des cadres théoriques qui viennent expliquer pourquoi j'interviens d'une certaine façon ou d'une autre façon. C'est un peu ça que j'apporte et que je déplie sur la table au départ. Puis en disant que je ne détiens pas la vérité, puis s'ils veulent une recette, ben, ils n'ont pas appelé la bonne personne. Tu sais. Puis on en fait des farces maintenant, mais ça finit par passer. Là. Mais certes, il y a 2 semaines, j'étais avec une autre collègue sur un autre projet où les gens, c'était une situation où les gens étaient bilingues, là, on devait intervenir en français puis en anglais, puis ils disaient « You're going to give us a workshop ». Puis je disais « I'm not giving any workshop here ». Mais tu sais, je vais vous questionner sur vos pratiques. Puis ça, au départ, c'est vrai que ça peut être déséquilibrant. Mais c'est déséquilibrant comme moi, comme pour les autres. Parce que je risque de poser une question, je n'ai pas de réponse. Je suis prête à attendre? Je vais attendre combien de temps? Etc., etc. Je peux ajouter aussi, hein, on a parlé tantôt des phases d'ambiguïté qui arrivent à un moment donné pendant le processus, puis c'est nécessaire de passer à travers ces phases-là, puis pour en tirer quelque chose plus tard. Mais
les personnes participantes le vivent autant que nous, hein, puis pas au même moment. Donc, l'importance de clarifier les attentes, de revenir à nos principes de discussion, hein, l'aplanissement de la hiérarchie. Puis on ne peut jamais complètement l'enlever, mais on peut le nommer, puis aussi identifier des moments où on sait qu'on est dans une zone d'ambiguïté parce qu'on ne donne pas de réponse, parce qu'on n'arrive pas avec une recette, mais qu'on le vit ensemble aussi parce qu'on a nous-mêmes intégré des cadres de référence puis des schèmes où les chercheurs arrivent avec quelque chose. Puis c'est correct hein, qu'il y ait des recherches de ce type-là, mais quand on en sort, on apprend ensemble une nouvelle posture, puis à chaque fois, elle est à refaire, mais on transfère d'une expérience à l'autre, tranquillement. Bien, à ce niveau-là, j'aurais eu une petite question pour vous. Quand vous arrivez, donc, puis que vous posez des questions, vous amenez de quoi à la table, mais je veux dire, vous cherchez à travailler avec les gens et tout ça. Est-ce qu'il y a la question que je me pose, c'est par rapport à votre légitimité dans le milieu et votre crédibilité également. Tu sais, quand tu arrives et tu dis non, ce n'est pas moi qui détiens tout le savoir, mais on va co-construire ensemble et tout ça, là. Comment est-ce que c'est perçu, reçu de la part des autres? Votre crédibilité, comment vous faites pour asseoir ces éléments-là? Votre légitimité aussi autour de la table? C'est une bonne question, Sacine. Je ne sais pas si c'est dans le comment ou du fait qu'on nous invite. D'abord, on est invité. On ne va pas frapper à la porte. On est invité à aller s'asseoir à la table. Mais avant d'être invité à s'asseoir à la table, souvent, on va avoir un court entretien, 30 minutes, 45 minutes. Là, Teams est vraiment un outil extraordinaire pour ça. Puis, on va réfléchir. On va déjà commencer à poser des questions. Quelles sont leurs intentions, leurs préoccupations. Le mot que j'utilise beaucoup dans le début d'une rencontre, c'est « Quelles sont vos préoccupations ?» par rapport à l'objet qui m'apporte. Suzanne, on veut te parler sur l'accompagnement des directeurs d'école. OK. Quelles sont vos préoccupations au regard de l'accompagnement des directeurs d'école? Quels sont vos bons coups au regard de l'accompagnement des directions d'école? Et là, déjà, la discussion s'installe. Et c'est comme, déjà au départ, on ouvre la porte comme ça. Et dans le mot préoccupation, il y a ce qui me préoccupe, mais dans ce qui me préoccupe, j'ai toujours des éléments qui sont souvent, puis ça, à un moment donné, je l'ai documenté, il y a des éléments qui sont sous l'angle plus émotif, affectif, puis il y a des éléments plus cognitifs. Puis quand je parle par rapport à la direction, souvent, il va me sortir des éléments par rapport à son propre développement professionnel ou par rapport au développement de son équipe école ou du changement qu'il doit amener dans son école. Alors déjà là, quelles sont les préoccupations par rapport à l'accompagnement des directions d'établissements scolaires, je vais déjà dessiner un schéma au fur et à mesure qu'il me parle, puis je vais dire, si je comprends bien ce que vous me dites, puis je vais résumer, puis je vais présenter mon schéma, puis ils vont me dire, oui, mais ce n'est pas tout à fait ça, puis ils vont ramener des éléments. Donc déjà, en partant par là, on installe cette collaboration qui fait en sorte que je me place dans ma posture d'écoute et non pas dans ma posture d'expert. Je pense que c'est ça qui installe la légitimité. Mais je pense, mais peut-être que je me trompe. Je me mets à la place d'un étudiant qui fait une recherche-action. Et tu sais, parce que ce savoir-faire-là, tu l'as acquis avec le temps. Tu sais, de faire un entretien, de faire le tour de la question, de regarder les préoccupations, tout ça, puis peut-être consciemment ou inconsciemment, tu as établi une démarche claire là, pour comment t'y prendre. Mais je me mets à la place d'un étudiant qui veut faire une recherche-action pour sa thèse, par exemple. C'est une autre histoire. J'aurais tendance à lancer la balle à Bianca, qui est présente avec nous, qui travaille avec nous, mais qui fait une recherche-développement dans le cadre de sa thèse PhD et qui est en collecte de données. Merci de me passer la balle au bon, c'était pas prévu. Mais en fait, j'aimerais juste aller au bout de la question. La question était, quand on se met dans une posture d'étudiante, vouloir appliquer des méthodologies très pragmatiques comme la recherche-développement ou la recherche-action, la question est,
quels sont les défis des personnes étudiantes ou peut-être plus en lien avec le volet recherche ou plus en lien avec la pertinence de l'expertise? En fait, c'est quand on arrive dans le milieu, comment on s'y prend pour installer une certaine légitimité, une certaine crédibilité pour nous? Comment on va s'y prendre? Parce que dans les relations, ben, c'est sûr que si on veut faire un projet, peu importe le projet de recherche qu'on veut faire sur le terrain, il y a comme des préalables. Puis je pense que ces préalables-là, ça va faire en sorte par la suite que ça va faciliter le travail par la suite. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Suzanne, elle a décrit un peu la démarche, comment qu'elle s'y prenait pour ça. Ma réponse a été oui, mais Suzanne, ça fait longtemps que tu en fais de la recherche-action, mais si on se place du côté d'un étudiant qui est en train de faire sa thèse, comment est-ce qu'on s'y prend là pour faire ça? Donc, c'était ça un peu ma question. Et puis, est-ce qu'il y a des choses, si je bâtis par rapport à ça, est-ce qu'il y a des défis? Est-ce qu'il y a des... est-ce qu'il y a il n'y a pas de recette magique, j'imagine. C'est chacun selon sa personnalité, selon son approche, selon le milieu aussi, puis l'acceptation du milieu par rapport à ce qu'on est. Mais comment est-ce que vous y prenez? Parce que moi, personnellement, je n'en fais pas de recherche-action. Et en regardant ça de loin, je me dis, oh boy, il y a tous ces défis-là que je nomme, là, qui, c'est un peu épeurant. C'est tellement le fun, ça. C'est sûr, je suis pas mal certaine de ça, là. Étant humaniste moi-même, j'aurais bien aimé travailler de cette façon-là, mais il y a des... En tout cas, je vois des obstacles que je questionne. Oui. Oui, mais en fait, merci Sassane, d'avoir comme précisé la question. C'est sûr, d'entrée de jeu, il y a probablement un biais positif parce que moi aussi, j'ai une expertise du terrain. Donc, j'ai été à la fois enseignante, intervenante, responsable de services spécialisés, gestionnaire. Donc, c'est sûr que dans cette posture-là, j'arrive avec des connaissances du milieu de la pratique, mais aussi avec une connaissance des enjeux au niveau relationnel avec ces personnes-là et un réseau qui m'entoure déjà. Par contre, ça ne veut pas dire que comme une personne étudiante, que je n'ai pas besoin d'élargir mon réseau et que le souhait n'est pas d'aller à l'extérieur. Donc, c'est sûr, au niveau du réseautage, il y a une ouverture de la part des personnes directrices qui permet à la personne étudiante de s'insérer possiblement dans ce réseau-là. Au niveau de je suis toujours pas la pertinence, mais oui, la pertinence. La crédibilité vient jamais tant de la personne plus que de la perception des autres personnes à l'égard de celle-ci. Donc, c'est sûr que d'entrée de jeu, généralement, quand j'arrive dans le milieu de la pratique, c'est mon expérience antérieure que je mets de l'avant. Mais moi, j'ai un profil aussi atypique dans la pratique où j'ai fait plusieurs types de postes. Donc, ça aussi, ça devient également un enjeu, mais aussi un levier pour mettre davantage la posture de personne accompagnatrice que j'ai eu durant plusieurs années. Donc, à la fois, l'accompagnement vient ici démontrer la pertinence de s'inscrire dans un projet d'accompagnement qui met de l'avant l'accompagnement. Puis, on sait que dans l'accompagnement, le but, c'est de cheminer avec la personne où est-ce qu'elle est rendue. Donc, le but, c'est pas tant d'être un expert du contenu ou de ce qui va se vivre, mais plus un expert du processus d'accompagnement. Et en mettant la deuxième posture d'intersubjectivité puis de co-développement, tant chez la personne chercheuse qui est accompagnatrice dans ce contexte-ci que chez les personnes les personnes praticiennes qui sont les expertes, mais déjà, ça amène une variable supplémentaire qui vient assouplir des formes de rigidité qui pourraient être présentes au niveau des relations sociales. Donc, je dirais que comme personne étudiante, c'est sûr que c'est un biais là, dans ce cas-ci. Si j'étais une étudiante qui avait fait un parcours bac, maîtrise, doc, ce serait possiblement différent, mais je crois qu'il y a tout de même des leviers qui peuvent être présents tant dans le réseautage que dans le développement d'une expertise. Rien n'empêcherait, par exemple, une personne étudiante de participer à des cours de maîtrise que Suzanne donne ou qu'elle a construit qui mettent en place le processus du projet professionnel d'intervention et le processus d'accompagnement. Je crois qu'il y a une formation qui peut se faire là. Je vous dirais bien honnêtement, dans des recherches de ce type-là, aussi pragmatistes, dans une dynamique là, de socioconstructivisme, le plus grand défi pour les personnes étudiantes, c'est les subventions, c'est le financement, parce que c'est très long, c'est pas une thèse classique, ça demande
plusieurs collectes de données et l'analyse de données en continu. Ça, c'est pas une collecte de données sur 2 mois, là, de laquelle on rédige intensément les rapports puis l'interprétation en quelques mois par la suite. Donc, c'est ça qui est le plus difficile en termes de soutien qui est financier. Pour le reste, je crois que c'est l'expertise. Naturellement, j'imagine qu'une personne étudiante, si elle choisit une recherche-action, c'est que le sujet qui l'intéresse est en cohérence avec cette méthodologie-là et que donc, d'entrée de jeu, ça fait partie d'elle dans sa posture aussi. Donc, je pense qu'il y a certains cas de figure qu'on ne verrait pas qui seraient si problématiques que ça. Et pour avoir parlé justement cette semaine avec une personne qui n'utilisait pas cette méthodologie-là, elle est en train de se chercher des alliés, donc d'autres collègues étudiants ou chercheurs qui ont ces approches-là. Donc, je crois que dans tous les cas, c'est possible, mais c'est un autre angle d'approche, c'est une autre façon de travailler, ça, c'est clair. Je pense que la durée des études aussi. Tu sais, on a une durée des études au PhD qui n'est pas toujours, comment je dirais? Réaliste. Ben, en lien avec ce type de démarche-là, tu sais, je regarde le travail de collecte de données de Bianca. Là, c'est énorme le travail qu'elle est en train de faire au niveau méthodologique. Là, elle ne rentre pas dans sa méthode, mais je connais sa méthode parce que je suis l'une de ses directrices. Puis je me dis, c'est du sport, là, c'est de la haute voltige. Parce qu'elle est tenue aussi de suivre un certain rythme si elle veut déposer sa thèse pour graduer, etc., etc. Donc, ça, c'est peut-être plus compliqué que de rentrer dans le milieu. Moi, j'aimerais ajouter, puis tu m'amènes vers là, Suzanne, toute l'importance de l'équipe d'accompagnement, de direction des étudiants qui se lancent dans une recherche-action. Moi, quand j'ai fait ma thèse, j'étais moi-même dans une posture de recherche-action, pas recherche-action, mais d'accompagnement avec mon équipe de direction. Et je venais refléter là, ce qui se passait. Donc, j'étais moi-même engagée dans cette boucle-là. Fait que je pense que c'est primordial que l'équipe de direction soit solide en arrière de l'étudiant là, pour l'aider justement à progresser là-dedans. Là. Puis en même temps, c'est le réseau aussi. Là. Bianca en a parlé. Elle a développé son propre réseau, mais tu peux aussi te servir du réseautage de la direction. Là. Ça peut faciliter l'ouverture des portes là, quand tu dis, bon, mon équipe de direction, c'est telle personne qui ont déjà développé de la crédibilité dans le milieu. À ce moment-là, c'est plus facile là, de rentrer, même s'il faut quand même que tu te places là, comme nouvel chercheur. Mais je pense que l'équipe de direction est primordiale là, dans ce type de processus-là, ne serait-ce que pour aider l'étudiant à mieux gérer l'ambiguïté puis l'espèce d'inconfort qu'ils peuvent vivre là, au début. Là. Oui, puis même tout au cours de la recherche avec les imprévus, avec les délais supplémentaires, j'en connais à cause du doctorat professionnel. J'ai eu quelques étudiants qui ont terminé puis qui sont en cours puis qui sont dans ce type de démarche de recherche. Mais les défis pour ces étudiants-là sont différents parce qu'ils viennent du milieu, ils interviennent dans leur propre milieu. Donc, il y a certaines couches là, qui sont, disons, qui ne sont pas là par rapport à des chercheurs du PhD, des étudiants au PhD, là, dont peut-être l'expérience ou la position est différente des étudiants au doctorat professionnel. Ouais. Par contre, je conclurai juste en disant la question qui m'avait été posée, moi, lors de ma soutenance de thèse, puis vraiment, je ne l'avais pas vu venir, c'est comment peux-tu dire que tes résultats de recherche sont crédibles alors que tu es la personne accompagnatrice, tu es la personne chercheur? Puis il a fallu que je défende ma posture. Parce que sinon, est-ce que tes résultats sont biaisés? Ça, tu n'as pas ça quand tu fais une recherche quantitative ou une recherche mixte ou dans une recherche-action. Il faut que tu démontres comment tu te dégages de tes biais. Puis on a toujours des biais, là. C'est comme ça que je l'avais argumenté. Mais bref, ce n'est pas une petite question, puis il faut la voir venir quand on est dans ce genre de démarche-là, puis qu'on veut faire valoir la scientificité de nos résultats de recherche, finalement. Tout à fait. Moi, je dois vous quitter, mais encore une fois, je vous remercie beaucoup. C'était hyper intéressant, puis je suis contente. J'ai des gens qui font la même chose. Des amis. Ouais, c'est ça. On a des amis, c'est le Sylvie, envoie-moi un petit courriel avec ton numéro de bureau exact, puis tout ça, puis je vais t'envoyer un document. Parfait. Merci beaucoup.
Bonne fin de journée. Bye-bye. Merci à tout le monde. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre temps, donc je ne vous retiendrai pas davantage. Un gros merci